sur la partie vraiment court, où vous n'avez rien à rajouter, mais vous pouvez prendre des notes, ça, il n'y a pas de souci. Les seules choses qui n'apparaissent pas sur le cours que je vous ai mis en ligne, ce sont les démonstrations. Donc, tout ce que je suis en train de vous énoncer, là, ça apparaît déjà sur le cours. Donc, il suffit de bien écouter, et si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à prendre la parole ou poser des questions par le chat. Alors, je continue. Alors, forcément, si je reprends, une structure va se déformer sous l'action mécanique extérieure. Et dans cette déformation, forcément, si on lui applique un effort ou un moment, d'accord, elle va emmagasiner ce qu'on appelle l'énergie de déformation, d'accord, ou alors le travail qui va être fourni aussi par les actions mécaniques, et le travail est emmagasiné dans le solide sous une forme d'énergie. Donc, cette énergie-là que nous, on va utiliser pour étudier les méthodes énergétiques. Donc, cette énergie, vous voyez bien qu'une énergie, c'est quoi? En fin de compte, le travail, c'est plutôt un déplacement fois une force. Vous imaginez bien, si vous prenez une structure, une poutre en flexion 3 points, vous appliquez une force au centre, cette force-là va engendrer forcément un déplacement. Et donc, ce déplacement fois la force et un coefficient près va définir le travail. D'accord? Et c'est ce travail-là qui sera fourni par les actions mécaniques qu'on va utiliser pour étudier ces méthodes énergétiques. Alors, comme je vous l'avais dit un petit peu peut-être en préambule, dans cette partie de cours a pour objectif de présenter les nouveaux théorèmes qui s'appuient essentiellement sur l'énergie et le travail. Vous allez voir plus sur l'énergie que le travail. On aura besoin un peu du travail en tout début, mais bon, nous, on va s'appliquer surtout sur les notions d'énergie. Donc, pareil, ce que l'on va traiter ici, ce ne seront que des problèmes d'élasticité linéaire, d'accord. Et ces théorèmes, comme je vous l'ai dit aussi en préambule, ils sont surtout d'un apport conséquent dans la résolution du système hyperstatique, ce qui va nous intéresser. Alors, ce n'est pas la seule méthode pour traiter les problèmes hyperstatiques. Quelquefois, si on a des problèmes hyperstatiques, mais que ma structure ou que mon solide présente des plans de symétrie, on peut s'en sortir. Donc là, par contre, on va faire attention. Et ces méthodes-là, par contre, sont très générales pour déterminer les problèmes hyperstatiques. Alors, est-ce que ça... Ok, il n'y a pas de question pour l'instant, donc je continue. Est-ce que je parle assez fort ou non? Ou est-ce que vous voulez que je parle un peu plus fort ou est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, oui, c'est bon. Ok, parfait. Allez. Alors, comme je vous dis tout à l'heure, forcément, avant de traiter le problème excusez-moi. Pour traiter les problèmes énergétiques, il faut d'abord énoncer certaines hypothèses. Donc là je vous ai en gros présenté les 5 hypothèses principales que l'on va toujours suivre dans cette partie-là. Donc on aura le poids propre de la poutre. Bon, ça c'est une hypothèse classique, c'est ce que l'on fait généralement. Il est négligé, d'accord? Donc il ne raconte que les actions extérieures. Ensuite, le comportement du matériau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il sera essentiellement élastique linéaire. D'accord, on ne va pas voir ce qui se passe dans les parties non linéaires, dans la partie plasticité, si on prend un matériau type acier. D'accord. Donc là, comme on s'intéresse qu'aux efforts extérieurs ou au moment extérieur, on va considérer qu'il n'y aura aucun échange de chaleur entre le solide et la structure, entre le solide ou la structure à l'extérieur. D'accord, ce qu'on appelle une condition adiabatique, aucun échange, pas de convection, d'accord, si on a un fluide extérieur, pas de convection, et ainsi de suite. D'accord. Ensuite, la quatrième hypothèse, qui est très importante pour définir le théorème d'énergie cinétique, c'est que les actions mécaniques qui seront appliquées à mon solide ou à ma structure elles seront appliquées de manière très progressive. Et comme ça, on pourra supposer qu'on a une vitesse quasi nulle, ce qui nous permettra de simplifier une équation d'énergie cinétique. Et forcément, comme je vais dire encore
comme d'habitude, hein, les déplacements seront considérés petits. D'accord? Donc, pas de grands déplacements, donc pas de grande déformation. Tous les problèmes que l'on traite, de toute façon, limités, hein, même en majorité, hein, à un certain niveau, hein, on traite toujours les problèmes de petites déformations. Pourquoi? Parce que quand on passe en grande déformation, la théorie, hein, de mécanique des milieux continus de DDS est bien plus complexe. Donc nous, voilà, c'est les 5 hypothèses qu'il faut retenir avant tout. C'est le poids propre et négligé, donc c'est classique. Matériaux élastiques linéaires, petite déformation, donc aucun échange de chaleur entre la structure et l'extérieur, et les vitesses, hein, d'application des charges extérieures, des actions mécaniques extérieures, hein, sont progressives. D'accord? Donc voilà pour les 5 hypothèses initiales. Alors, là, on va donner la définition de l'énergie des formations. Bon, normalement, j'avais un PowerPoint quand je faisais en diaporama, c'était plutôt, on va dire, progressif. Là, j'ai des problèmes de diaporama, donc je le fais comme ceci. Alors, on va supposer, donc regardez bien ma souris, hein, on suppose la structure classique, hein, une poutre sur 2 appuis. Hein, bon, j'ai pris 2 appuis fixes, un appui fixe et un appui roulant, hein, pas de problème. Et on va considérer que ça, c'est l'état initial. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, dans les hypothèses, le poids propre, hein, est négligé. Donc, ça, c'est une hypothèse, hein, qui est importante, hein, de négliger, hein, le poids propre. Donc, ça va être la première hypothèse. D'accord? Donc ça, on se dit, hein, hypothèse, le poids propre, hein, est négligé. Donc ça, c'est important. Et la poutre, hein, elle est soumise à aucun effort. Donc là, c'est vraiment l'état initial, hein, la poutre, hein, elle est soumise à aucun. Donc là, on n'a aucun effort. D'accord? Donc ça, c'est l'état initial. Donc ça, pas de souci. Maintenant, on va appliquer, hein, forcément des efforts extérieurs. D'accord? Hein, donc ici, on applique, on va dire, F1 et F2. Donc, on va avoir des réactions au niveau des liaisons. Il y aura aussi des moments que je ne vais pas représenter. Hein, et ça va représenter l'état final. D'accord? Alors, après application d'un ensemble d'efforts extérieurs, hein, ma poutre, elle va se déformer. Donc, comme on est dans le domaine élastique linéaire, hein, elle va se déformer de manière élastique. D'accord? Et elle prend une nouvelle position d'équilibre. Là, c'est ma position sur la gauche, c'est ma position d'équilibre initiale. D'accord? Aucun effort. Et là, j'ai ma position d'équilibre, hein, finale, une fois que j'ai posé mes efforts. Donc voilà, donc là, état non déformé, état déformé. Donc forcément, si j'ai un état déformé, hein, je vais avoir une flèche, hein, en tout point, et à partir des méthodes énergétiques, vous allez voir, c'est ce qu'on va essayer de calculer. Alors, si on prend le théorème de l'énergie cinétique classique, on sait que le théorème de l'énergie cinétique, hein, c'est la somme des travaux des forces extérieures. Donc, j'ai noté ici les WEX, d'accord, plus la forme, plus la somme du travail des forces intérieures, hein, est égale à 0. Alors, pourquoi 0? Ben justement, hein, ce 0-là, hein, il est dû au fait, hein, qu'on applique, hein, on a dit, hein, les efforts extérieurs, hein, sont appliqués de manière très progressive. Donc, il n'y a pas de variation de vitesse importante. Donc, on suppose, hein, que ici, hein, c'est comme si on avait ici 1 demi de mv carré initial, final moins 1 demi de mv carré initial. Donc, comme les v sont nuls, d'accord, hein, donc ce terme de droite, il est égal à 0. Donc ça, c'est important. Hein. Si on appliquait, donc justement, si on applique des efforts très rapidement, par contre, on sera obligé de tenir compte des vitesses, hein, d'application de charge, hein, et aussi, hein, la théorie, hein, serait différente. Donc, comme ici, on a à droite égal à 0, donc on sait que l'énergie apportée par l'extérieur, d'accord, hein, on sait en plus que l'énergie apportée par l'extérieur sert intégralement à déformer la structure, d'accord, hein, c'est celle-ci. Forcément, tout ce qui est intérieur, hein, c'est pas ce travail de ces forces-là qui va permettre à la poutre de se déformer, mais c'est essentiellement le travail des forces extérieures. Donc, on sait que l'énergie, le travail, hein, c'est la même définition. Donc, on va poser que l'énergie de déformation, hein, c'est la somme des travails
extérieur. Donc ça, je vais peut-être le rajouter, hein. Quand on met, euh, quand on met, bon, je vais toujours maintenant énoncer ED, hein, ça c'est énergie, d'accord, excusez-moi, énergie de déformation, toujours. Et quelquefois, je noterai énergie, hein, sous cette forme-là, énergie de déformation. D'accord. Donc, comme on sait que l'énergie de déformation, c'est égal à la somme des travaux extérieurs, mais voilà, on sait que ED, hein, c'est l'opposé du travail des forces intérieures et c'est égal au travail des forces extérieures. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Bon, pour l'instant, ça semble un petit peu théorique et vous allez voir, bon, ça c'est pour poser aussi un peu le problème, hein, savoir d'où vient cette énergie, hein. Bon, l'énergie de déformation, hein, c'est pas compliqué, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'applique des efforts, d'accord, ma poutre va se déformer et du moment qu'elle se déforme, elle va emmagasiner l'énergie de déformation. En gros, c'est ça. Et cette énergie de déformation, on verra, hein, en 2-3 minutes, hein, qu'elle est égale, hein, au coefficient près, hein, à l'effort fois le déplacement. Donc voilà pour un petit peu l'énergie de déformation, la définition. Alors, maintenant, je vais justement, hein, vous indiquer, hein, comment calculer le travail, hein, ou l'énergie de déformation. Alors, on se prend une poutre, d'accord, hein, de longueur petite L, on va se dire, ça aussi, je ne vais pas noter en section S. Section S. On va prendre un module d'ion, module d'ion grand E, d'accord, hein, est-ce qu'on aura essentiellement besoin pour l'instant. D'accord. Et à cette poutre, à l'extrémité de cette bon, j'ai l'extrémité gauche qui est encastrée, et à l'extrémité droite, hein, je vais appliquer un effort grand R. D'accord, hein, suivant la direction aussi. Donc forcément, cet effort va engendrer un déplacement. Donc on va noter, hein, donc on va noter. D'accord, donc ça, U. U, U, c'est le déplacement. Voilà. D'accord. Alors, hypothèse aussi qui est très importante, hein. Bon, vous savez, hein, quand on applique un effort, si je applique un effort, on va dire, de 1000 newtons à une éprouvette ou à une structure, hein, je ne vais pas appliquer ces 1000 newtons, hein, de manière instantanée. Il faut toujours un laps de temps, hein, d'accord? Donc, on suppose justement que l'effort de traction est variable. On va voir initialement de mon effort est 0. Et ici, on va dire, hein, si je veux, hein, on va dire que R, c'est, on va dire, 1000 newtons. D'accord? Donc là, j'ai 0 newton. Et là, c'est la charge que je vais appliquer. Donc, quand j'ai appliqué, soit j'applique un déplacement et j'obtiens, on va dire, la charge, soit j'applique la charge et j'obtiens le déplacement. Ça revient en gros. Donc, on a forcément une relation de proportionnalité entre l'effort, d'accord, ici noté R, et l'allongement, le déplacement. D'accord? Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et on sait en physique, hein, que le travail de l'effort, qui engendre ici, on a imposé grand R, hein, mais c'est quoi, hein? C'est l'air qu'il y a sous la courbe. D'accord? Pourquoi est-ce que le travail, on sait que, si je le note ici, d'accord, on sait que le travail, hein, on va dire, hein, c'est l'intégrale sur mon domaine, hein, si on va dire sur L, hein, de quoi? Mais de la force, une fois un petit dU, d'accord? Et ça, mon petit dU, hein, c'est quoi? C'est un déplacement, ça c'est le déplacement élémentaire. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement élémentaire. Déplacement élémentaire. En gros, ce déplacement-là, je peux le décomposer en infinité de petits déplacements, hein.
D'accord? Et voilà. Donc, si je veux ici, ben, le travail, ben, je vois bien que le retravail, hein, ça représente quoi? Ben, l'air sous ma droite. D'accord? Donc, ce que je dis, hein, c'est l'air du triangle. Donc, on sait que le travail des efforts extérieurs, si c'est l'air, hein, si c'est un triangle, hein, ça va être forcément U fois R, hein, divisé par 2. Donc, le travail extérieur d'une force, d'accord? Donc, ça, c'est pour connaître l'allongement, hein, au point d'application de la force. Bon, bah, ici, il n'y a pas de problème, hein, parce que j'ai une poutre en traction, donc quelle que soit la position sur l'axe X, hein, il y aura toujours le même. Là, on aura 0 forcément, et après. Ici, on aura les déplacements. Donc ça, il faut le retenir. D'accord? On sait que le travail des forces extérieures, donc ici, a priori de R, hein, c'est un demi de R fois U. Donc R, c'est 1, et U, c'est l'allongement, hein, engendré par l'effort. Alors, une fois que l'on a ça, alors maintenant, on va s'intéresser, hein, mon but, nous, c'est déterminer l'énergie de déformation. D'accord? Donc, je reviens un tout petit peu en arrière. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, ce qui va m'intéresser dans cette diapo-là. Désolé, hein, je reviens un peu en arrière. J'efface tout ça pour que ce soit plus clair pour vous. J'efface tout ça. Hop. Nous, ce qui va nous intéresser, hein, c'est surtout ça. C'est ça. D'accord? Ça, il faut le retenir, hein, dans un premier temps. Hein, on va surtout utiliser, hein, la définition de l'énergie de déformation en disant que l'énergie de déformation, c'est égal au travail des forces extérieures. Alors, si je reviens, donc là, on a déterminé maintenant le travail des efforts extérieurs. Donc, ça veut dire qu'on a déterminé les termes de droite. Et maintenant, mais moi, je vais m'intéresser aux termes de gauche, énergie de déformation. Donc, je ne vais pas commencer par ça, parce que c'est compliqué, mais vous allez voir que ça se fait aussi, ça se fait tout ça. Donc là, on va étudier, hein, une poutre, hein, soumise à de la traction. Ce serait la même chose si on faisait la compression. Hein. Et on va étudier, hein, l'équilibre d'un tronçon de longueur de X. Donc, on va en gros isoler un élément infiniment petit, puis on va regarder ce qui se passe au niveau de cet élément-là. J'ai fait la coupure ici, hein, j'ai pris un élément, donc si on s'intéresse à un élément infiniment petit, je vais le noter une dx. Donc j'ai toujours la même poutre, hein, de longueur L, de section S, de modulus E, avec une charge appliquée en terre à son extrémité, hein, dans la direction X. Donc je vais prendre ce petit élément-là, hop, et j'ai fait un zoom ici. D'accord? Bon, cet élément est toujours en équilibre. Hein, donc, en équilibre, si j'applique une force R dans la direction X sur le côté droit, mais il me faut forcément, hein, pour que son équilibre, appliquer la même force, hein, sur le côté opposé. Et ce petit élément, ben, il va aussi également s'allonger. Donc initialement, j'ai un élément de longueur de X, et après l'allongement, ben, il sera de longueur de X plus dl. Avec dl, hein, l'allongement du tronçon de X. Comme ça, pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que je suis assez clair ou pas? Pour ceux qui écoutent, évidemment. Est-ce que c'est bon? Oui? Ouais, ok, d'accord. Parfait. Pour l'instant, ça va. Tout va bien. Merci, monsieur. Ok. N'hésitez pas, hein, même à prendre la parole si vous sentez qu'il y a des explications qui sont pas claires. Hein. C'est pas forcément évident en distanciel. Alors, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de prendre la loi de Hooke. Alors, ça aussi, hein, j'ai écrit ça, mais ça ne vient pas par hasard. Hein. Et ça, c'est peut-être une petite question que je pourrais vous poser, hein, le jour de l'examen. D'accord? Alors, là aussi, je vais essayer d'être le plus clair possible. D'accord. Et d'écrire. Voilà, c'est plus, c'est stylé. Alors, à votre avis, enfin, c'est pas la question, hein, on va déterminer cette relation-là. Donc, il dit que l'allongement élémentaire, hein, donc petit dl, c'est l'allongement du tronçon de x, donc c'est l'allongement élémentaire. C'est R sur ES dx. Alors, bon, là, on est en traction. Donc, comme en traction, on sait que la contrainte, c'est égal à ce qui produit entre le module de Young et, on va dire, un epsilon. D'accord. Epsilon.
Donc, c'est grand E fois epsilon. Ok. Alors, ça, c'est bon. Et donc, ça, c'est égal toujours à grand E. Et on sait que epsilon, hein, ben, c'est quoi? C'est petit dl hein, sur dx. D'accord? Pourquoi? Parce que ça, hein, ce terme-là, hein, il revient au fait, hein, c'est delta L sur L. D'accord? Ça, vous voyez en OS1 hein, très rapidement. Alors, si on revient dessus. Donc ça, c'est également égal à quoi? On sait que la contrainte, hein, c'est la contrainte quand ma structure est sollicitée en fraction, hein, c'est du F sur S. Donc c'est du R sur S. Okay. Donc à partir de là, ben, je sais que je vais avoir mon petit dl. Mais c'est égal à quoi? C'est R sur ES, une facteur de dx. D'accord? Donc là, il faut partir hein, de cette équation. Ok, donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. Pas de difficulté particulière, hein, il faut partir de cette relation-là. Si on parle de cette relation-là, il faut savoir que c'est le produit entre modulium des déformations et que c'est égal aussi à R sur S. Donc voilà pour la démonstration de cette petite. Bon, maintenant, si on passe à l'énergie de déformation élémentaire, on sait que c'est D de D. D'accord hein. Donc là, c'est l'allongement élémentaire. Donc ça, je peux mettre ici aussi. Hein. Donc ça, c'est également ce qu'on appelle l'allongement. Et l'allongement élémentaire. Allongement élémentaire. Petit dl. D'accord. C'est l'allongement élémentaire. Donc maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'énergie de déformation élémentaire. On sait que ED est égal à l'énergie de déformation est égale à la somme des travaux extérieurs, donc l'énergie de déformation élémentaire est égale au travail élémentaire hein, des forces extérieures. Et c'est donc égal à 1 demi de R fois le dl. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a démontré juste auparavant que c'était 1 demi de R fois U. D'accord. Donc là, on remplace le U par dl. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a l'allongement du petit dl, donc ça semble classique. Donc on sait, bon, maintenant il suffit de remplacer les dl ici par son expression là. D'accord, donc celle-là. Hein. Et on obtient D de D, hein, donc l'énergie de déformation élémentaire, 1 demi de R carré sur ES dx. Donc voilà pour l'énergie de déformation élémentaire. Et donc si on veut maintenant l'énergie de déformation sur l'ensemble de ma structure, ben, il suffit hein, de sommer entre les deux extrémités de ma poutre. Donc entre ici x égale à 0 et là x égale à L. D'accord? Donc on a bien 1 demi de 0 à L de R carré sur ES dx. Donc vous allez voir que tout ce qui est énergie de déformation, ben, on sera amené à faire du calcul intégral. Bon, ce qui est rassurant, le calcul intégral qu'on a à faire, hein, c'est très, très simple. Il n'y a pas de changement de variable, ou très peu. Bon, tout dépend de ce qu'on appelle le changement de variable. Mais il faut essentiellement hein, savoir calculer l'intégrale d'un polynôme hein, de degré 2, 3, 4 ou 5 en grand maximum. D'accord? Donc rien de compliqué, donc on fera ça en TD, même en application. Hein. Donc là, hein, ce qui est entouré ici en rouge, hein, c'est ce qu'on appelle l'énergie de déformation d'une poutre hein, sollicitée en traction. D'accord? Sollicitée avec donc une poutre de section S, de module d'ion grand E, et sollicitée hein, par un effort grand R. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Alors, bon là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est plutôt pour votre culture générale, hein, la partie haute en rouge. Hein. Donc ça, c'est de manière générale. Quelle que soit la sollicitation, on va dire, hein, on peut l'écrire aussi comme ça. Donc ça, si vous ne retenez pas, c'est absolument pas grave, c'est plus pour ceux qui font la mécanique de matériaux plus tard, ce sera un peu plus important. On sait que c'est voilà, l'énergie de déformation, hein, c'est l'intégrale sur le volume, à un demi près, hein, de la matrice des contraintes fois la matrice des déformations. D'accord?
fois S dx, donc fois dv. Bon, ça, si vous ne le retenez pas, c'est absolument pas important. Maintenant, ce que je vais vous donner directement pour les deux premiers, je vous donne directement pour une structure sollicitée en traction-compression, donc ce qu'on vient de faire, hein, d'accord, et une structure aussi qui est soumise à un effort tranchant. Donc on vient de voir l'énergie de déformation pour une structure sollicitée par un effort normal grand M, mais ça va être un demi intégral, une poutre aussi de longueur grand N, hein, ça va être soit m carré sur dx. Alors, on va dire que 99 fois sur 100, nous, le module Young sera toujours le même. On va étudier des matériaux homogènes, donc le module Young sera le même. Par contre, attention, si on étudie des matériaux hétérogènes, on est obligé de laisser le E à l'intérieur de l'intégrale. Et ici, pareil, 9 fois sur 10, on va étudier des poutres et des structures de section constante, donc on peut sortir aussi ES. Hein. Et donc, hein, ça nous ferait, ça nous ferait 1 demi, 1 sur 2 ES. Voilà. De ES, intégrale de 0L, hein, de n carré sur ES, ES dx. D'accord. Ça, hein, si E et S hein, sont constants. Du moment qu'on a soit E, soit S qui varient en fonction de X, hein, on ne peut pas sortir d'intégrale. Bon, nous, de toute façon, on ne traitera que des problèmes avec un module Young constant et des sections constantes aussi. Et forcément, c'est pareil, si le N que l'on applique est constant, hein, on peut carrément le sortir ici, on peut le sortir là. D'accord, et on aura N carré. D'accord. Et donc là, ben, ça, si on applique ça, c'est pas très bien. C'est normal. Et ça, c'est égal à quoi? Ben, ça, c'est égal à N. Donc là, si on revenait sur notre exemple précédent, d'accord, ici, on aurait quoi? C'est égal à R carré N sur E de S. D'accord? Donc ça serait U. Donc pour la traction, compression, c'est très simple. D'accord? Pour le moment, pour l'effort tranchant, pardon, ça sera la même chose, ce sera toujours simple. Pourquoi? Parce que ici, au lieu d'avoir N, on aura mon effort tranchant. Alors attention, qui dit effort tranchant dit contrainte de cisaillement. Donc on ne peut pas avoir le module Young, mais c'est le module du Coulomb. Donc au lieu d'avoir E, on va avoir G. D'accord? Et on a toujours la même forme, un T carré sur GS, dx. Donc là aussi, hein, si G est constant, S constant et T carré constant, on revient à quelque chose de très très simple. Donc voilà pour l'effort, pour un effort normal et un effort tranchant. D'accord? Quelle que soit la direction. Hein, maintenant, on va s'intéresser plutôt à la tension, où là, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Bon, est-ce que ça va bien pour l'instant aussi? Pas toujours de questions. Bon, toutes ces notions-là, on les reprendra en TD, hein, forcément, de manière peut-être plus, comment dire, avec un peu plus d'explication. D'accord? Explication et exercice, c'est toujours mieux qu'un cours magistral. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, maintenant, on va parler de l'énergie d'information pour la tension. Alors, donc on va considérer toujours un tronçon de poutre, donc de longueur L, d'accord? On va dire qu'il est encastré à une extrémité et j'applique un moment de torsion à l'autre extrémité. Une section, toujours grand S, hein, est soumise à un moment MT. D'accord? Donc là aussi, qui dit tension dit forcément contrainte de cisaillement. Et j'aurais pu rajouter deux modules de Coulomb grand G. D'accord? Alors, cette formule-là, la première, celle-ci, et c'est peut-être pour ça que je vous l'avais mis aussi, hein, cette formule-là, elle vient directement, si je reviens en arrière, de cette formulation-là. On voit bien qu'ici, j'ai un demi. C'est plus simple à démontrer comme ça. La contrainte, la déformation, donc ça, même si c'est des indices inférieurs, on va voir ça un peu plus tard.
et là, l'élément de volume élémentaire. Alors, ici, comme on est en torsion, on n'a pas. Le sigma, c'est quoi? C'est du taux x θ. D'accord? Donc, le θ, c'est toujours. Mon θ, c'est ici la direction circonférentielle. Donc, ça, c'est θ comme ça. D'accord? OK. Bon, le x, c'est dans la direction x, pas de problème, hein. Donc là, c'est la contrainte, on va dire, de cisaillement. Et là, c'est la déformation due au cisaillement aussi. D'accord? Correspond plutôt à un angle qu'à l'allongement, le dv. Alors maintenant, forcément, qui dit calcul intégral, il faut déterminer les variables, les variables élémentaires. Alors, comme nous, on va s'intéresser, ici, on a la direction x, on va se prendre une petite couronne jaune, là, d'accord? Qui part de là. Donc, deux rayons, on va dire ρ, d'accord? Donc ça, cette couronne jaune, là, elle est infiniment petite, d'accord? Donc c'est infiniment petite, ça veut dire qu'elle va avoir une épaisseur des ρ, d'accord? Ici. Lui, mon cylindre bleu va avoir un diamètre petit r, d'accord? Et la couronne θ. Et forcément, ce qui nous intéressait, nous, c'est de regarder ce qui se passe entre ce point-là et ce point-là. D'accord? Donc, on aura une intégrale de 0 à L et une intégrale entre ce point-là et ce point-là. Donc, de 0 à R, en faisant varier justement ici les variables élémentaires. Donc, dans cette direction, c'est des x, et dans cette direction, c'est des ρ. D'accord? Alors, quand on est en tension, donc là, je vais effacer. Je vais effacer ça. Voilà. Je vais me remettre en stylo. Donc, taux x θ, je sais que c'est égal à ça. D'accord? Donc ça, c'est l'association classique. La contrainte de cisaillement en tension, on sait que c'est mt sur x0 fois ρ fois le rayon. Ouais. Maintenant, je sais que si je veux la déformation de l'angle de distorsion, c'est ça. D'accord? Ça, on sait que gamma, et donc ça, c'est quoi? C'est taux de x θ, donc divisé par j. Donc ici, on retrouve le j. Donc, pas de souci. D'accord? Et le dv, le dv, c'est tout ça. Donc le dv, c'est quoi? Donc, imaginons que cette petite couronne, je la coupe ici et que je l'étale. Donc, si je l'étale, je vais avoir comme quelque chose, si je fais mon schéma. Cette couronne-là, si j'étale, elle va s'étaler comme ça. D'accord? Là, je développe. OK, donc si je développe, je vais avoir quoi? Et ici, c'est le périmètre. Donc ça va être 2pi ρ. D'accord? Et ça, c'est l'épaisseur. Et l'épaisseur, c'est des ρ. D'accord? Donc, ce qui fait que ça, c'est la surface ici. Donc, on retrouve bien 2pi, donc ça, on retrouve bien ici. Donc, le périmètre de pi ρ fois l'épaisseur des ρ et fois dx, la hauteur. Donc, voilà comment je définis ici mon calcul intégral. Comme je vous disais, les bornes de l'intégrale, je vais de ce point-là à ce point-là dans la direction x, par rapport à mon petit dx, et je vais de 0 à r par rapport à mon d ρ. 0 à l et 0 à r. Et en plus, ces deux variables, ces deux intégrales sont indépendantes. D'accord? Pourquoi? Parce que R ne dépend pas de x. Donc voilà, on a posé l'intégrale, donc des choses très simples. Bon, maintenant, si on regroupe ça, c'est toujours un demi, bon, c'est une double intégrale. Ici, je vais retrouver du mt carré, d'accord, du gx0 carré, j'ai ici, pas de problème. Et là, je vais avoir 2pi fois ρ, donc 2pi ρ au cube, des ρ dx. D'accord? Donc, ma première l'intégrale, forcément, mon d ρ, c'est par rapport à R. Donc, vous allez d'abord faire ce calcul d'intégral, le premier.
Donc ça, le premier calcul, c'est celui-ci. Donc, il est égal à quoi? Alors, ça va me faire du mt carré gi au carré. Donc là, j'ai 2pi. Si j'intègre mon rho 4, ça me fait du rho 4 sur 4. D'accord? Et entre 0 et r, ça va me faire du r sur 4. D'accord? Donc ça, cette intégrale-là. En gros, sans ce terme-là, je la retrouve ici. Voilà. En gros, c'est ça. D'accord? Sans le terme, je le répète, sans le terme mt carré sur gi0 carré. Et ça, mais quand je fais ce calcul-là, mais je m'aperçois que c'est I0 sur 2. D'accord, hein. Si c'est un cylindre, hein, je sais que le moment polaire, c'est pi d 4 sur 32. D'accord. Et donc, si je passe par le rayon, hein, j'obtiens I0 sur 2 dx. Et maintenant que j'ai cette intégrale-là, ben, si j'intègre par rapport à x, hein, ben, ça me fera soit du L, si tout ça est constant, sinon je laisse sous cette forme-là. Donc, j'obtiens, à partir d'ici, je vais obtenir un moment de tension, l'énergie de déformation induite à un moment de tension. Est-ce que j'ai été assez clair? Bon, là, c'est un peu plus des maths qu'autre chose, mais ça, on pourra le reprendre aussi. Si vous, en TD, hein, on pourra revoir ça un petit peu plus tranquillement. Hein, ça ne prend pas trop de temps. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? J'ai l'impression d'être seul au monde. Là. Bon, ok. Bon, tout va bien. Si tout va bien, c'est parti. Bon, de toute façon, hein, toutes ces formules-là, hein, que ce soit celle-ci, que ce soit celle-là ou les deux qu'on a vues précédemment, hein, d'accord, hein, ça, je ne vous demanderai pas de remontrer, hein, d'accord? Ce sera acquis et ce sera plus simple. Donc voilà pour la tension. Donc on a maintenant les formes, l'énergie de déformation due à l'effort normal, due à l'effort tranchant. Hein. Et maintenant, on a celui dû à la tension. Celui-ci, et maintenant, on va faire la quatrième sollicitation assez simple, hein, qui est la friction. Donc là, on va, de la même manière, hein, on va considérer un tronc, une poutre, d'accord, de longueur grand L, d'accord, de section S, d'accord. Donc cette fois-ci, deux modules d'ion grand E, parce qu'on est en flexion, donc ce sont des contraintes normales, donc c'est mon ion qui intervient, et qui va être soumis à un moment fléchissant. Donc le moment fléchissant, on a dit que la poutre est encastrée à une extrémité, et j'applique une force, un F à l'autre extrémité, donc ça va forcément engendrer un moment fléchissant autour de ce point-là, d'accord. Alors, bon, ça, c'est l'écriture finale aussi. Hein. Si j'avais ton diaporama, ça aurait apparu qu'à la fin. Alors, ben là, c'est la même chose hein, que pour la tension. On va prendre la formule, hein, cette formule-là. D'accord? C'est un une information, c'est un demi de sigma epsilon dv. D'accord? On va retenir ça. Donc là, bon, de toute façon, comme je suis en flexion, ce sont des contraintes normales, donc j'ai que du sigma x, bon, xx, bon, parce que j'ai du ij. On peut dire que c'est du sigma x epsilon x, hein, fois dv. D'accord? Alors, bon, ça aussi, hein, on sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on sait que epsilon, hein, epsilon xx, c'est quoi, hein? Epsilon xx, c'est sigma x, 1 sur grand E. Donc ici, je remplace, donc j'obtiens bien sigma au carré, ici, hein, sigma au carré, 1 sur E, dv. Donc ça, pas de problème. Alors, là, je vais le faire un peu différemment de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est moins évident. Là, je vais donc décomposer mon dv. Mon dv, hein, je sais que ce petit dv, le dv, d'accord, c'est ds fois dx. Donc pourquoi je vais laisser comme ça? Parce que je vais me faire savoir que ce terme-là fois ds, d'accord, hein, enfin, y2 fois ds, hein, c'est égal à mon moment quadratique en fiction. Donc là, ben, je sais aussi également que sigma x, donc sigma xx, d'accord, hein, c'est moins, alors cette fois-ci, je ne dirai jamais, moins mlz sur
I, G, Z fois Y, d'accord? Donc tout ça, ben, j'élève au carré, donc le moins ici va disparaître. Hein. Donc, j'ai tout ça au carré, donc fois 1 sur E. Donc ça, pas de souci. D'accord? Ça, c'est égal à ça. Donc là, pas de problème. Et donc, je ce terme-là, hein, 1 sur E, même Z, Y, sur I, G, Z au carré, ds, dx. Donc, comme, pareil, mes variables suivant x ou dans les directions de la surface hein, sont indépendantes, je peux découper mes intégrales. Donc, j'ai toujours moins demi. Donc, j'ai toujours de 0 à L, ce qui dépend de x. D'accord. Et comme je vous disais tout à l'heure, là, je peux dire que je peux décomposer, dire que c'est y2 moins ds. Et on sait qu'en DDS, hein, alors ça, c'est des choses qu'on ne fait plus maintenant en première année, mais qu'on faisait avant. Les calculs des moments quadratiques, on sait que l'intégrale sur S de y2 ds, hein, c'est le moment quadratique hein, suivant z. D'accord. Donc, comme ici, j'ai du mètre carré sur E I carré fois I carré, mais là, je me retrouve avec l'expression finale ici, hein, 1 demi de L de z carré sur E I Gz dx. Donc là, j'ai ma formule hein, pour la flexion. Donc là, pas de souci. Donc là, j'ai mes 4 formules. D'accord. Hein. Donc pareil, hein, regardez ça un peu de l'autre côté, puis si vous avez des questions, on traitera ça en télé. Donc si maintenant, je suppose, voilà, si j'ai mon tenseur de collision, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va trop vite? Bon, maintenant, imaginons que je considérer un cas complet. Hein. Imaginons que j'ai tenseur de collision complet, donc l'effort normal, dû à traction compression, l'effort tranchant suivant Y, suivant Z, dû au cisaillement. Là, un moment de tension dû à la tension, et là, 2 moments fléchissants. D'accord. Mais imaginez que si j'ai un cas complet où aucune des composantes de mon tenseur de cohésion est nulle, ben, j'aurai une déformation totale égale à ceci. D'accord. Donc là, ce serait l'énergie de déformation la plus complète hein, qu'on puisse avoir en EDS. D'accord. Donc le premier est dû à l'attraction, M carré sur ES. Si je regroupais hein, toujours par sollicitation, T carré Y plus T carré Z sur GZ, donc c'est cisaillement pur. Là, le moment de tension, dû à la tension, M T carré sur I0G, ou G0, peu importe. Et là, l'énergie de déformation due à mes deux moments fléchissants, un autour de Y et un autour de Z. Bon, je vous rassure, on n'aura jamais ça. On sera amené quand même à à étudier des structures plus complexes que l'on faisait d'habitude, qu'on appelle des portiques, hein, des membrures. Hein. C'est ça qu'appellent les Américains et les Canadiens les portiques. Hein. Bon, là, on aura quand même des tensions de collision avec pas mal de composantes. Hein, donc, on aura. Bon, on verra de toute façon dans certains cas. Quand on aura la flexion, on négligera l'énergie de déformation due à l'effort tranchant. D'accord. Et quand on sera en flexion, traction, on négligera pareil 9 fois sur 10 hein, l'énergie de déformation due aux efforts normaux. Bon, mais je voulais faire une application, mais on le fera la semaine prochaine. Voilà, ce sera la prochaine application, ce sera que l'exercice, donc je le ferai en direct avec vous, et là, je vais vous laisser. Alors, est-ce que ça a été bon, c'est un cours, j'ai conscience que c'est un cours à distance, c'est pas forcément génial. Donc, si vous avez des remarques, hein, ils seront forcément les bienvenus. D'accord. N'hésitez surtout pas. Donc, reprenez ça un petit peu à tête reposée, et la semaine prochaine, on fera l'exercice d'application. D'accord. Hein, et j'irai tout doucement. D'accord. Là, je pense que je vais encore moins vite qu'en cours. Donc voilà, j'ai conscience hein, que c'est théorique, c'est pas forcément simple pour vous, mais n'hésitez pas à me poser des questions ou à m'interpeller hein, pendant le cours et surtout pendant les télés. Alors, est-ce que ça a été ou pas? Pour ceux qui sont encore attentifs. Ouais, ça a été. Ça allait. Bon, allez, je vais vous laisser. Et bah, de toute façon, je crois que j'aurai le TD, je crois que ça débute la semaine prochaine. Et on reprendra tout ça à tête reposée. Alors pareil, hein, l'énoncé, les TD, hein, je l'ai mis en ligne. Donc je ne vous donnerai pas de. Et j'espère que qu'on se reverra. J'espère, j'en doute, mais
Donc voilà. Bon, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi et à la semaine prochaine. Allez, au revoir tout le monde.